bonsoir et bienvenue sur Bénin Politique. Aujourd'hui, je reçois pour vous Serge Defodi. Il est président de l'ONG Jeunesse Consciente pour la relève de demain, acteur politique également et membre fondateur du Bloc républicain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Kochimo. Alors, de l'autre côté, j'ai Miguel Pueto, activiste des droits de l'homme, membre de la société civile, juriste également. Elle est ici sur ce plateau pour nous parler de l'organisation des élections communales, surtout sur le plan des lois électorales. Comment est-ce que ces lois ont été appliquées? La population est-elle véritablement informée de ces lois qui régissent donc l'organisation des élections dans notre pays? Elle est ici pour nous parler de toutes ces questions-là. Miguel Huito, bonsoir. Bonsoir Kochimo, bonsoir à vos amis internautes. Voilà. Alors, je reste d'ailleurs avec vous pour ma première question. Les élections communales, il y a quelques heures, la Sénat a donné les grandes tendances. Comment est-ce que vous avez vécu ces élections-là? Les élections communales et municipales 2020 en République du Bénin. Je dois dire que je les ai vécues avec moins d'engouement que les élections antérieures. Mais je retiens quelques éléments. Je retiens que pour ces élections, nous n'avons pas compté des morts, comme ce fut le cas aux élections législatives de 2019. Je retiens que pour ces élections, il y a eu quand même quelques bouleversements parce que le contexte national a été un peu touché par la COVID-19, le coronavirus qui n'épargne aucun pays. Et en dehors de ça, je note que la loi électorale a été méconnue par endroits. Pour exemple, quand vous consultez le code électoral, il est dit que vous ne devez pas, lorsque vous êtes un candidat ou que vous êtes membre d'un parti politique, vous ne devez pas distribuer des gadgets, des t-shirts, des tissus. On va certainement revenir sur cette question-là. Mais avant, je vais également prendre les impressions de Serge Defodi. Comment est-ce que vous avez vécu ces élections dans un contexte spécial quand même? J'ai vécu ça avec une grande fierté de ce que le peuple béninois a démontré une fois encore sa maturité, de ce que le peuple béninois a démontré encore la vitalité de sa démocratie, de ce que le peuple béninois a démontré en face du monde entier que nous pouvons organiser des élections transparentes, sans fraude et que tout se passe bien, sans qu'il y ait de bouleversement, de violence. C'est à la tête du peuple béninois à qui je dis toute mon admiration. Et lequel peuple qui était sorti massivement, il faut le dire, contrairement à ce qui se dit. On a eu 49%, vous pensez que c'est aussi malgré le contexte particulier dans lequel nous sommes, où voilà, la COVID-19 et la pandémie du coronavirus est en train de dicter sa loi. Nous avons eu ce taux de participation et nous ne pouvons que dire bravo, bravo à ce peuple qui est sorti pour aller exprimer son suffrage pour le candidat de son choix. C'est tout à fait, disons, extraordinaire qu'on ait vu cette participation. Et je crois que désormais, cette participation aura un impact direct sur les mandants, ceux-là à qui ils ont donné mandat de les diriger dans nos différentes communes. Alors Miguel Huito, je reviens à vous. Serge Defodi, dans son intervention tout à l'heure, a parlé d'élections transparentes, d'un taux de participation quand même très appréciable. Sur la transparence, vous étiez en train d'évoquer quand même certains aspects tout à l'heure qui ont dû forcément entacher un tant soit peu la transparence donc, de ces élections-là. Oui, je le disais tout à l'heure, en effet, la loi électorale proscrit toute distribution ou tout don d'articles, de gadgets, de tissus et bien d'autres choses à l'effigie d'un candidat ou d'un parti politique 12 mois avant les élections. C'est ce que dit le code électoral
votée, promulguée en 2018. Mais nous avons vu le contexte du coronavirus aidant, nous avons vu des cachinés qui ont été distribués à des populations à l'effigie de certains, de certains partis politiques. Nous en avons vu, je n'invente rien, nous en avons vu. Et pour moi, c'est déjà un manquement à la loi. Au-delà de ça, vous avez entendu qu'à Parakou, par exemple, il y a des individus, des concitoyens à nous, autant pour moi, qui ont été interpellés par la police, tout simplement parce que ces personnes ont été... sont accusés de fraude électorale. Sont accusés de fraude électorale. Quand on va dans le Koufo, la plateforme électorale a fait état de il y aurait eu des bourrages d'urnes. Et ce n'est pas que dans le Koufo, c'est à différents endroits du pays. Et donc, quand on me parle de transparence, j'ai envie qu'on relativise un peu. Oui, mais vous savez que la Cour suprême va certainement revenir sur toutes ces questions-là. Ce n'est pas parce que la Cour suprême va y revenir. Oui, mais comment en est-on arrivé là, justement? Comment en est-on arrivé là? Dire simplement que rien n'a changé véritablement dans le pays depuis quelques années. Parce que simplement, ce sont des vieilles habitudes qui, apparemment, malgré tout ce qui nous est prôné, malgré tout ce qu'on nous montre, ont la peau dure, ces habitudes-là, et ont du mal à quitter les uns et les autres. Et parlons du taux de participation. Encore une fois, la loi électorale, je vais la convoquer parce qu'elle dit, le code électoral dit que pour être électeur, pour aller voter, il faut être muni de sa carte d'électeur. Mais vous avez constaté avec moi que avant les élections, il y a eu une décision qui a permis à tous les citoyens en âge de voter en République du Bénin et qui est en leur possession n'importe quelle pièce d'identité. Oui, mais qui ont leur nom sur la liste électorale? La loi électorale est claire. Moi, je m'appuie sur la loi électorale. Jusqu'à nouvel ordre, nous sommes dans un pays de droit. Et quand j'entends nos autorités parler, généralement, vous les entendez dire, c'est ce que la loi dit, nous ne faisons pas machine arrière. Nous ne faisons pas marche arrière. Et donc, j'ai envie de demander aux gens, quand on veut rester dans une certaine droiture, il faut l'être de façon pleine. Il ne faut pas, pour certains intérêts, bafouer la loi et pour d'autres, essayer de maintenir, de demander aux gens, on fait blocus, on ne démord pas parce que la loi a dit si. Et donc, au regard de la loi, même quand vous avez votre nom sur la liste électorale et que vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous n'avez pas normalement le droit d'aller voter. C'est la raison pour laquelle il y a la possibilité à un moment donné, avant les votes, d'aller faire des réclamations, d'aller même demander des duplicata. Je n'invente rien, la loi est claire. Mais nous avons constaté que avant les élections, on a permis à tout le monde, ce que nous disons, il faudrait que les gens comprennent dans le sens qui est le nôtre. Nous ne sommes pas en train de dire que permettre aux citoyens d'aller accomplir leur devoir civique est mauvais. Non, mais nous restons sur ce que la loi a dit. Il faut qu'on puisse être conséquent envers nous-mêmes, qu'on respecte ce que la loi prescrit, pour que les uns et les autres puissent se regarder et qu'on parte sur le même pied d'égalité. Et donc, quand je m'en tiens à la loi électorale, je crois que on a ouvert le champ, on a troué, je vais utiliser cette expression, on a troué un peu cette prescription de la loi, on l'a écorché un peu, ce qui a permis d'avoir un taux plus ou moins acceptable. Parce que je suis persuadée que si on n'avait pas ouvert cette boîte de Pandore, on n'aurait pas eu ce taux de participation. On n'aurait pas eu ce taux de participation. Monsieur Defodi, je pense que j'ai encore la parole. Vous avez votre point de vue, vous allez le donner. Oui, il va intervenir voilà, tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'une guerre, il ne s'agit pas non plus d'une confrontation. Chacun fait sa lecture au regard des éléments dont il dispose et de la ligne qui est la sienne. Alors, Seyd Defodi, Miguel Couto a évoqué deux aspects tout à l'heure. Elle a d'abord parlé donc de la fraude électorale. Par endroit, il y a eu donc de ces genres d'agissements qui ont forcément entaché la transparence donc de ces élections-là. Mais pourtant, on a
nous sommes en pleine réforme du système partisan et on a estimé que cette réforme devrait quand même régler certains problèmes, permettre à ce qu'on ne reparle plus de certains actes et tout. Mais apparemment, comme elle a d'ailleurs dit, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore changé. Et vous savez, à mon sens, je pense que Madame Miguel a abordé le sujet avec une certaine imperfection qu'il faut relever tout de suite. D'abord, il faut faire la différence entre irrégularité et ce qu'on appelle transparence. La transparence, c'est quoi? C'est quand, par exemple, il y a eu des erreurs, il y a eu des irrégularités à part endroit où, comment on appelle, la Sénat, les responsables en charge de l'organisation de ces élections, ferment les lieux là-dessus. On peut dire qu'il n'y a pas eu de transparence. Mais il y a dit des irrégularités. Moi, je parlais de la transparence et non des irrégularités. Je n'ai jamais dit ici qu'il n'y a pas eu par endroit des irrégularités reconnues par la Sénat elle-même. Et donc, il faut que cette partie-là soit claire. Je continue par dire que nous avons eu droit à des élections transparentes au Bénin. Et jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons pas encore entendu que par endroit, il y a eu de l'injustice quelque part. S'il y a eu des injustices, s'il y a eu des irrégularités sur lesquelles la Sénat aurait ou bien se trouverait protéger une partie, on dirait que les élections n'étaient pas transparentes. Jusqu'à nouvel ordre, gardez tout simplement l'esprit que nous avons eu, le Bénin a eu droit à des élections transparentes. Oui, mais justement, pour revenir par exemple... Vous avez parlé aussi des irrégularités. Ces irrégularités-là, comment est-ce que vous les analysez? Surtout qu'on est quand même, comme je l'ai dit, dans une nouvelle dynamique. Est-ce qu'on devrait encore reparler donc, de ces, de ce que vous appelez irrégularité? Ce que nous appelons irrégularité, est-ce que c'est les gouvernants qui l'ont engendré? Oui, mais les élections s'organisent quand même pas des institutions de la République. Oui, donc si nous avons pu même découvrir, constater ces irrégularités, c'est parce qu'il y a la transparence. C'est parce que les gouvernants ont pris toutes les dispositions. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. On a eu un candidat aux élections qui s'est retrouvé agent donc de la Sénat. Lors de la distribution des cartes. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier ça? La Sénat qui organise les élections, il y a un candidat dont on lui a transmis les dossiers. Le Bénin est en train d'aller progressivement vers la numérisation de l'administration béninoise. Jusqu'à aujourd'hui, cela n'est pas encore une réalité. Donc, comprenez qu'il peut y avoir ces genres d'erreurs. Mais on parle quand même d'une élection. Vous ne pensez pas que c'est suffisamment grave? Déjà, je vous dis, monsieur Koshimo, si déjà nous avons pu constater ces irrégularités sur le terrain, c'est justement parce que nous avons mis tout en œuvre pour les découvrir. On ne les a pas camouflés. C'est très important, il faut le dire. Donc, les gouvernants n'ont pas été fautifs. Ils ont mis toutes les dispositions possibles en place pour constater ces genres d'irrégularités et en juger par la suite. C'est très clair. Nous avons eu droit à des élections municipales et communales transparentes au Bénin. Pour en venir donc aux faits isolés, comme quoi il y a eu des gens qui ont partagé des cache-nez à l'effigie de partis politiques. Moi, j'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Si madame... Moi, j'en ai pas vu. Personnellement, je n'ai pas vu. Ouais. Et je suppose que ce n'est pas une réalité parce que des organisations, des activistes comme mon vis-à-vis pouvaient donc prendre la responsabilité de saisir les juridictions compétentes de notre pays pour connaître du dossier. Donc, le dit de façon, allègrement comme ça, on peut dire que c'est la manifestation de la mauvaise foi. Parce que la mauvaise foi aurait voulu qu'on dénonce et qu'on fasse aussi la bonne action. La bonne action, c'est de saisir les juridictions compétentes en la matière. Ceci dit que, moi, ça reste encore des faits isolés, qui n'entachent pas la transparence des élections municipales et communales. Mais qui constituent quand même des actes qui violent le code électoral, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a violé le code électoral? Si le code électoral... Je vous dis que moi, je n'ai pas constaté ça. Je n'ai pas vu. C'est elle qui l'a vu, si elle a des preuves de ce qu'elle dit, elle peut saisir les juridictions compétentes. Mais vous ne pouvez pas me dire d'accepter ici que ça s'est passé. Ça ne s'est jamais passé au Bénin. Je ne l'ai jamais vu. Selon vous, c'était... Moi, je ne l'ai jamais vu. Et je le dis, je ne l'ai jamais vu. Maintenant, pour aborder le dernier point sur lequel je voulais aussi corriger quelques comment on appelle, irrégularités dans ses propos, c'est aussi quand
On dit que, comment dirais-je, quand nous sommes en face, quand nous sommes dans un contexte comme celui-là, et il faut impérativement qu'on prenne les dispositions adéquates pour permettre à ce que les gens sortent, pour faire valoir leurs droits civiques, et en prenant également les dispositions sanitaires pour les mettre à l'abri de la pandémie du coronavirus. Nous avions compris que sur le terrain, il y a eu la distribution des cartes d'électeurs. Mais la population ne sort pas de peur pour la pandémie du coronavirus. Les gouvernants n'ont pas trouvé un palliatif. Il faut dire que la distribution des cartes d'électeurs a été bien lancée avant même que les mesures... Bien avant, mais ils ne sont pas sortis. Oui, mais dans tous les cas, est-ce que vous ne pensez pas que pour trouver d'autres alternatives, pour permettre quand même aux gens d'aller au vote, est-ce qu'il ne fallait pas retourner à l'Assemblée pour toucher le code électoral au lieu donc de prendre une décision en pleine campagne électorale? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, mais les députés ne sont pas en campagne. Encore que la loi électorale aussi a donné plein pouvoir au gouvernement, c'est-à-dire au gouvernement d'abord de convoquer le corps électoral et de prendre des dispositions adéquates afin que les gens puissent sortir. Et il est de leur droit de trouver ce moyen. Ce moyen qui consiste à faire quoi? À dire, si le citoyen a sur lui des pièces pouvant justifier que c'est effectivement son nom qui se retrouve sur la liste électorale et que c'est lui qu'on peut lui laisser voter, on trouve que c'est tordre le cou à la loi. Je suis désolé. Mais si la loi n'a pas prévu Je suis désolé. La loi, si la loi ne l'a pas prévu, la loi ne va pas demander au gouverneur de convoquer le corps électoral et de prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux citoyens de voter en toute quiétude. C'est ça en fait. C'est le pouvoir que le loi électoral a donné au gouverneur. Donc je pense que on ne peut pas les en vouloir parce qu'ils l'ont fait. Ils ont voulu permettre à ce que tous les citoyens puissent exprimer librement leurs droits civiques. Et moi, je salue énormément. Je salue cette décision du ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Alors, Miguel Cueto, qu'est-ce qu'il fallait faire pour que cette opportunité offerte à ces citoyens n'entache pas ou ne constitue pas donc ne constitue pas une violation du code électoral? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, je voudrais qu'on resitue un peu le débat. Vous savez, moi, je ne suis pas là pour faire un débat contradictoire avec mon vis-à-vis. Je ne suis pas là pour relever les incohérences non plus qu'il y a dans ses propos. Chacun est libre de ses opinions. J'assume entièrement ce que je dis et je reste figé dans ma posture pour dire qu'il y a eu des manquements à la loi électorale. Je dis et je précise, il y a eu des manquements à la loi électorale. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut juste remonter en 2019, en avril 2019, pour vous rendre compte de ce que les élections législatives nous ont montré un taux de participation très faible. Et vous savez le contexte qui a prévalu en cette période-là. Et pour moi, je comprends le souci des gouvernants de pouvoir faire en sorte que ce taux soit corrigé. Et donc de pouvoir permettre à tout le monde d'aller voter. Mais ce qui les attendait au détour du carrefour, c'est qu'il y a une loi électorale qui est là, mais qui prescrit, qui a donné des indications qu'il fallait respecter. Rien pour moi, donc je comprends le souci, mais cela n'empêche pas qu'on ait porté atteinte à la loi électorale. Et ce n'est même pas tout. Quand je parle de manquement à la loi électorale, ce n'est pas que ces éléments-là. Vous savez, la loi électorale dit que pour les élections, avant tout affichage, donc avant que la campagne électorale ne soit lancée, il faut justement que les différents maires, de concert avec la Sénat, puissent indiquer aux différents candidats et aux partis politiques les espaces qui doivent accueillir les différentes affiches. Et également les lois qui encadrent les élections dans notre pays. Et la loi fait obligation à ce que ces personnes-là, candidates, puissent respecter ces espaces. C'est-à-dire que vous ne devez pas afficher ailleurs que ces espaces qu'on vous a indiqués dans les différentes communes. De par le passé, nous avons toujours vu qu'on collait partout et n'importe où. Nous sommes dans la dynamique. On nous a dit, ou nous sommes dans une dynamique où ce qui est prôné, c'est qu'il faut mieux faire les choses. C'est d'ailleurs ce que nous voulons.
pour que le Bénin puisse réellement se développer dans tous ses compartiments. Mais vous avez vu avec moi, ne pas voir, c'est vouloir volontairement être aveugle, parce que à la date d'aujourd'hui, en venant ici, j'ai encore vu des effigies, des affiches, alors que la loi électorale prescrit que un jour franc avant les élections, il faut que toutes ces affiches qui ont été posées soient enlevées. De peur ou pour ne pas que ces affiches puissent indiquer la voie à suivre aux électeurs. Est-ce que ça ne revient pas aussi à la mairie de s'organiser pour quand même faire le nettoyage? Mais la mairie, c'est l'État. La mairie aussi, c'est l'État. C'est l'État. Nous sommes dans la décentralisation. Et donc, souvent, quand on parle de l'État, il ne faut pas que les gens aient l'impression qu'on s'attaque aux premiers des Béninois ou à ceux qui sont à un poste très élevé. Généralement, c'est l'impression que les gens ont. Ce n'est pas une querelle personnelle. On n'a aucun intérêt à tirer à boulet rouge sur qui que ce soit dans la République. Ce que nous voulons, c'est que les tests, que les gens se sont assis, ont réfléchi et ont dit que c'est ça qu'il nous faut. Malgré les remous à un moment ou à un autre, parce qu'il n'y a pas toujours eu d'assentiment autour de certaines questions, que ces tests-là, on puisse les respecter. Et quand on n'est pas en mesure de les respecter, qu'il y ait des raisons valables et qu'on puisse préparer le terrain, c'est-à-dire faire en sorte que cela ne constitue pas un manquement à la loi. Mieux, mon vis-à-vis disait tout à l'heure que on a eu des élections transparentes. On ne va pas jouer sur les mots. Je suis désolée, je ne suis pas grammairienne, mais on ne va vraiment pas jouer sur les mots. Quand on me parle d'incidents, enfin, d'irrégularité, excusez-moi, un bourrage d'urne n'est pas une irrégularité. Qu'on ne s'amuse pas avec les mots. Jusque-là, on n'a pas encore... Enfin, la Sénat ou la Cour suprême n'a pas encore véritablement confirmé qu'il y a eu bourrage d'une pas en droit. C'est vrai que les OC ont relevé ces irrégularités, mais jusque-là, nous sommes dans le conditionnel. Oui, nous sommes dans le conditionnel, mais même dans le conditionnel, excusez-moi, un bourrage d'une ne saurait être assimilé à une irrégularité. Vous voyez, une irrégularité, je vais vous donner l'exemple d'une irrégularité. Imaginez par exemple que on envoie que les bulletins qui sont envoyés sur le terrain. Au lieu peut-être d'avoir le nombre de partis, je veux dire les logos du nombre de partis en liste, qu'on en ait 3 ou qu'on en ait moins que ça, ou qu'on ait c'est-à-dire de petites coquilles ou de petites erreurs, même dire à la face de la nation que ce sont des irrégularités. Si éventuellement on confirmait qu'il y a eu bourrage d'urne, que ça constitue une irrégularité, je suis désolée. Et je voudrais rétablir la vérité. J'ai parlé tout à l'heure, je n'ai jamais dit que la Sénat aurait protégé un camp ou un autre, qu'on ne me prête pas les intentions que je n'ai pas. Nous sommes dans un pays de droit. Et ce que je dis, je suis prête à l'assumer partout où besoin est. Et je voudrais pour finir vous dire que sur cette question, vous avez vu également que le contexte en lui-même était un peu, n'était pas aussi favorable que ça. La preuve en est que sur le terrain, déjà pendant les campagnes électorales, la Sénat et les institutions qui sont en charge de l'élection avaient préconisé qu'il y ait une campagne médiatique. Mais qu'est-ce que nous avons constaté sur le terrain? Tous les camps confondus, hein. Je n'appartiens à aucun camp et je dis ce qui s'est passé. Que des gens n'aient pas vu, c'est pas grave. Mais la vérité, elle est là. Nous avons vu des candidats dans différentes communes, dans différentes circonscriptions, braver cette mesure-là que l'État a demandé de prendre pour protéger les populations. Mieux, quand vous êtes allé le dimanche 17 mai 2020, vous avez vu dans différents bureaux de vote, on a dit non, pour ces élections, il y aura des gels hydroalcooliques, il y aura différentes mesures qui vont être prises pour permettre aux gens de voter en toute sécurité sanitaire. Mais on a vu par endroits que la distanciation de mètres n'a pas été respectée et que des gens n'avaient même pas le cache-nez. C'est un risque que ces personnes courent pour elles-mêmes, pour leurs proches, mais aussi pour nous. Parce que nous sommes, j'ai envie de dire, des migrants ambulants. Vous et moi, nous sommes à Cotonou à l'heure actuelle. Mais il n'est pas exclu que quelques heures après, on se retrouve dans une autre commune ou dans une autre localité. C'est pour dire que même si ces éléments qui paraissent ou qui apparaissent isolés se produisent dans des lieux donnés, ça nous met en danger sanitaire. Or, une des obligations de l'État en matière de droits de l'homme, c'est de veiller à ce que tous les citoyens puissent jouir d'un meilleur état de santé qui soit. Et donc de prendre toutes les dispositions pour que cela soit le cas. Alors, dernier aspect abordé dans cette émission, c'est
les résultats donnés il y a quelques heures par la Sénat, Saïd Defodi, vous avez vu les différents pourcentages obtenus par chaque parti. Je rappelle que vous êtes du bloc républicain. Enfin, on vous a pressenti ou vous devez être quand même de la cause finalement. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous analysez la performance des 5 partis et surtout la performance de votre parti, le bloc républicain? Oui, déjà, merci, monsieur le journaliste. Avant de revenir, de répondre à votre question. Très rapidement. Je sais que vous voulez répondre, mais on va pas, oui. Pour dire que bourrer les unes, là, n'entache pas la transparence d'une élection. Ça, c'est vous qui le dites, oui, et ça reste votre. Non, ça ne reste pas mon. C'est ça, en réalité. Allons chercher ce que c'est que la transparence d'une élection, et vous allez comprendre aisément que bourrer les unes dans une localité, et ça revient donc à la réussite d'éclaircir cette affaire-là. Une fois que l'affaire est comment on appelle, se trouve donc éclairci nettement, ça veut dire que nous avons eu droit à des élections transparentes. Je continue par le dire, je l'affirme, j'insiste là-dessus. Pour revenir à votre question, effectivement, j'étais parti pour être sûr, pour compétir. J'ai exprimé mon intention de candidature au sein de mon parti politique. À ma grande surprise, je ne me suis pas retrouvé sur la liste, j'en ai pris acte. Et j'ai demandé, parce que je suis un militant aguerri, qui sait qu'on n'est pas militant pour être forcément positionné ou être nommé. Je sais qu'on est militant pour aider son parti, pour travailler à conquérir le pouvoir pour son parti et en réalité exercer. Dans cette optique d'idée, j'ai joué ma partition, j'ai instruit mes sympathisants, mes amis qui me soutiennent à travailler d'arrache-pied pour le bloc républicain, et aujourd'hui à Glasgow, les résultats sont là. De façon générale, nous pouvons dire que les résultats assortis des élections que la Sénat nous aurait proclamé hier ont donné satisfaction de ce que qu'il n'y ait pas jusque-là des irrégularités. Au lendemain, en réalité, des proclamations des élections, à n'importe, même aux États-Unis, il y a des voix qui s'élèvent pour dire à tel endroit, c'est moi qui ai gagné, et puis c'est moi qui suis gagné, et puis je ne me suis pas retrouvé sur la liste. Jusque-là, nous ne l'avons pas encore eu. Et on comprend que, ce qui appartient à César a été donné à César. Et c'est déjà bien par rapport à ça. Je crois que le parti progressiste qui est venu en tête, c'est un parti très organisé et qui s'est préparé pour les élections et qui s'est donné les moyens aujourd'hui d'avoir le plus grand pourcentage à l'issue de ces élections-là. Le bloc républicain qui n'a pas démérité a fait de son mieux. Rappelez que le bloc républicain, c'est le bloc des jeunes. C'est le bloc constitué essentiellement des jeunes qui a eu le courage également de mettre au front ces jeunes-là. Et si ce bloc a pu obtenir ce résultat aussi important, c'est à l'actif des responsables que nous pouvons saluer. La FCBE, qui a surpris un peu, il faut dire qu'il a surpris, parce qu'on croyait que le départ du président d'honneur du parti, l'ancien président son excellence, Thomas Boni-Yahi, on aurait donc présagé la mort subite de ce parti-là. Mais à notre grande surprise, on a compris que le parti a pu résister aux vibrations et à l'influence extérieure jusqu'à obtenir ce pourcentage non moins important. Rappelez que c'est à l'actif du désormais leader charismatique de la FCBE, dans la personne de M. Rompuy-Paul, et qui aujourd'hui, qu'on veuille ou non, est en train de se positionner comme le leader charismatique des FCBE au Bénin et le chef de file de l'opposition béninoise. Alors Miguel Fueto, c'est vrai, vous n'êtes pas acteur politique, mais on va quand même vous demander d'apprécier un peu ces résultats. On a l'Union progressiste qui vient en tête avec 39,97%, le Bloc républicain 37,38%, FCBE 14,98%, le PRD 5,49% et l'UDBN 2,17%. Malheureusement, pour ces deux derniers partis, le critère des 10% les a frappés. Ils n'ont pas été appelés à la table donc, du partage des sièges.
Comment est-ce que vous analysez de votre regard d'observatrice simple, comment est-ce que vous analysez ces résultats-là? Alors, je prends juste acte. Je prends acte parce que, comme vous le savez, ces élections ont eu pour challenger 4 partis politiques. 5, il y avait 5 partis. Oui, 5. Je dis 4 parce que je fais une lecture. Pour dire que les 4, à mon sens, parce qu'en parlant de 4, je fais en fait une certaine répartition. Quand vous prenez le Bloc républicain, vous prenez l'Union progressiste. C'est 2 partis qui sont acquis au chef de l'État. 2 partis de la mouvance présidentielle. Oui, de la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle, ça signifie ce que ça signifie. Et quand vous prenez les FCBE, ils se réclament depuis quelques mois ou quelques semaines de l'opposition, et que vous prenez le PRD, vous prenez l'UDBN. Donc pour moi, les 2 partis qui se réclament de la mouvance, fortement de la mouvance présidentielle, pour moi, travaillent pour conquérir le pouvoir, que ce soit l'un ou l'autre. Pour moi, c'est la même, voilà, c'est la même vision de travail, c'est la même, la vision que le chef de l'État a pour développer cette vision de développement qu'il incarne ou qu'il veut incarner. Je pense que c'est ça que ces 2 partis partagent fortement. Mais quand je prends les FCBE, qui aujourd'hui s'illustrent comme le seul parti de l'opposition, qui s'illustre comme, je n'affirme pas, on peut se dire que leur score n'étonne pas vraiment. Tout simplement parce que, même avec le retrait de leur leader charismatique, il n'y a que les FCBE existent, ce n'est pas hier. Ce n'est pas hier, il y a 24 heures. C'est un parti qui a eu le temps de s'enraciner. Et n'oubliez pas que leur leader charismatique a eu à gérer le pouvoir pendant 10 années. Pendant 10 années consécutives. Vous voyez, ce n'est pas rien. Et cela dénote de ce que dans beaucoup de communes, surtout les communes qu'ils ont eu à contrôler, il a encore des sympathisants. Il y a encore des personnes qui l'ont en admiration. Mais quand je prends le Parti du Renouveau démocratique, qui aujourd'hui s'en est sorti avec 5% poussière. Le plus ancien parti, il faut le Oui, le plus ancien parti politique. Je prends acte aussi. Et je constate simplement que parfois, il y a des choses qui vous apparaissent sous forme d'une image. Vous voyez, mais en fait, vous ne voyez pas bien. Juste pour dire quoi? Pour dire que les choses ne paraissent pas toujours telles qu'on les voit. Et je crois que les jours à venir nous réservent encore beaucoup de surprises. Et que, et surtout comme en politique, ce sont les intérêts qui guident les uns et les autres. Je suis certaine que à un moment ou à un autre, lorsque les intérêts des uns et des autres vont à nouveau être sur le tapis, on pourrait assister à une recomposition politique. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais rien ne reste figé, rien n'est statique. Mais avant de finir sur la question... Vous profitez pour conclure en même temps. D'accord. Ma conclusion va être alors d'attirer l'attention sur un fait qui s'est observé le 17 mai dernier. Nous avons vu dans un bureau de vote une vieille dame, qui apparemment est non-voyante. Et il y a un citoyen de nos compatriotes qui l'a remorqué et qui l'a amené au niveau du bureau de vote, certainement pour accomplir son devoir civique. Et cette dame, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on a vu à travers les images que c'est le monsieur qui avait son bulletin à elle, et pour estampiller le parti, le logo du parti qu'elle choisirait, qui à haute voix lui demandait « Maman, me dit un zindo, me dit un zindo ». Et c'était un fond. Et cette dame lui a donné l'indication qu'il fallait, il a fait ce qu'il fallait. Il a plié le bulletin. Je voudrais juste faire remarquer une chose, que depuis des années, nous n'avons pas su travailler suffisamment pour avoir une certaine inclusion de toutes les catégories de personnes dans notre pays au processus électoral. Et quand vous parcourez la loi électorale, vous vous rendez compte que nulle part, il n'a été fait de dérogation pour des catégories spécifiques de personnes.
j'en veux pour preuve simplement les personnes qui sont des personnes avec handicap. Donc, handicap moteur, handicap visuel, tous les types d'handicap possibles. Je sais que de par le passé, il y a des organisations qui avaient travaillé pour faire en sorte que les personnes qui souffrent d'handicap moteur puissent être accompagnées vers les bureaux de vote. Parce que généralement, vous voyez, même le dispositif ne permet pas une certaine facilité d'accessibilité pour ces personnes-là. Elles n'ont pas facilement accès au lieu de vote. Et cette image ou cette vidéo, moi, personnellement, m'a montré que la loi électorale a encore beaucoup de limites qu'il faille qu'on travaille à corriger dans le sens de la protection des droits humains et aussi, surtout, vous savez, en France, par exemple, les bulletins vous parviennent par courrier électronique avant le jour de l'élection. Donc, les gens ont parfois la possibilité de s'assurer de se faire assister par des proches, mais ils ont aussi la possibilité de désigner eux-mêmes quelqu'un pour les assister le jour du vote. Aux États-Unis, c'est pareil. Donc, je pense que sur cette question, pour moi, je ne pouvais pas chuter ou je ne pouvais pas conclure après une émission qui fait le point des élections communales et municipales dans notre pays, sans parler du respect de nos droits, de l'inclusion de toutes les catégories de personnes dans le processus. Il va falloir que le législateur puisse travailler à corriger cet état de choses. Seydou Foyi, votre dernier mot. Mon dernier mot va à l'endroit de la jeunesse qui a pris part à ces élections et je pense qu'elle n'a pas démérité. Mais je voudrais les inviter à s'inspirer désormais de leurs expériences afin de faire une très bonne projection pour la représentativité de la jeunesse dans nos conseils communaux. À ceux qui sont élus aujourd'hui, qu'ils soient du parti majoritaire ou non, sont en réalité conseillés et en tant que tels peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre à l'amélioration de la gestion de la chose publique. Ceux-ci devront savoir qu'ils ne sont pas élus pour rester chez eux, pour ne jamais participer aux conseils communaux, aux redditions de comptes et pour apporter leur pierre. Parce que l'expérience a montré que quand vous n'êtes pas en majorité, il y a d'autres qui voyagent catégoriquement, qui oublient, qui sont même conseillés. Et ce serait une perte pour la nation, pour la jeunesse. Je voudrais que les maires qui seront élus dans les jours à venir ne soient pas élus sur la base de proximité, mais que les méritants soient sélectionnés en suivant des critères bien déterminés, des critères sur la base en réalité de ce qu'ils ont pour la commune, de comment est-ce qu'ils peuvent défendre leurs idées. C'est sur ces bases-là que nous devons en réalité élire les maires. J'y tiens fermement parce que cela va en réalité du développement à la base. Et c'est parti banalement pour 6 ans. Et donc, si ils ne le font pas bien, c'est nous tous qui perdons. Je compte énormément sur eux. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. Nous avons fait le point des élections communales et je rappelle que pour les résultats provisoires donnés par la Sénat, 3 partis sur les 5 ont pu tirer leur épingle du jeu avec plus de 10%. Désormais, la prochaine étape sera la bataille au niveau des mairies. Il y a des mairies qui sont déjà d'office gagnées par certains partis, mais il y a d'autres mairies qui vont certainement faire objet de batailles politiques. D'ici là, nous reviendrons sur tous ces sujets. Une fois encore, merci de nous avoir suivis et à jeudi prochain.